Bienvenue dans DISSO, dialogue inspirant autour de l'intelligence, des sciences et opportunités d'ouverture. Dans un monde en pleine transformation, certaines voix éclairent l'avenir. Des voix qui innovent, questionnent, bâtissent et façonnent le numérique de demain. DISSO, c'est le rendez-vous des esprits brillants, des experts passionnés, des chercheurs entrepreneurs et créateurs de solutions qui transforment les idées en solutions. À chaque épisode, nous plongerons au cœur des sciences, de l'intelligence et des opportunités qui redessinent notre société. Pour inspirer une nouvelle génération à penser plus grand. Parce que derrière chaque innovation, il y a une vision. Et derrière chaque vision, une voix qui mérite d'être entendue. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Ndeye Awa Gueye, responsable d'innovation et partenariat à LuxDev. Mais avant vraiment de parler vraiment du parcours très brillant, machallah, nous voulons connaître la personne derrière. Parce qu'aujourd'hui, moi j'aime bien quand j'invite des femmes, parce que parfois je rencontre beaucoup de jeunes filles très timides et tout, qui me font penser à ma jeunesse. Et là, la question que j'ai vraiment envie de vous poser, c'est qui était vraiment la petite Ndeye Awa? Comment vous étiez quand vous étiez petite? Quels étaient vos rêves? Et comment vous avez façonné ce parcours très inspirant aujourd'hui qui est vraiment, qui inspire et vous êtes vraiment devenue une référence aussi pour beaucoup de jeunes filles. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Wedji, merci Ndeye pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous et de mener cette discussion ensemble. Alors, Ndeye Awa Gueye, la petite fille, j'ai du mal à définir cette petite fille. En tout cas, j'ai eu une enfance classique. Je sais que j'étais très curieuse. J'étais fascinée par tout ce qui se passait autour de moi, mais surtout par les profils inspirants qui m'entouraient. Un tonton qui est docteur, une tante qui est avocate ou des choses comme ça. J'étais vraiment très fascinée par ces personnes inspirantes qui étaient autour de moi. Donc, je disais que j'étais très curieuse. J'étais aussi passionnée par la technologie, curieuse par la technologie. J'ai eu une enfance classique. J'ai eu aussi peut-être la chance peut-être de vivre dans beaucoup de villes au Sénégal. Grâce au travail de mon père, on passait de Ziguinchor à Diourbel, etc. Donc, j'ai passé plusieurs parties de mon enfance dans différentes villes et dans des environnements assez, on va dire, très, très, très calmes. Ce qui développait en moi ma capacité à rester moi-même, à apprendre moi-même, etc. Donc, c'était cette petite fille-là. Et au-delà de ça, honnêtement, j'ai évolué dans un environnement où il fallait maîtriser ses capacités très tôt, on va dire. Et donc, j'ai grandi avec cette capacité il faut bien travailler pour avoir un bon travail, etc., etc., être, une personne de référence, etc. Donc, c'est cette petite fille que j'étais quand j'étais plus enfant. D'accord, c'est très intéressant et je pense que le mot curiosité aussi, ça revient très souvent. Parce que c'est de par la curiosité qu'on va à la découverte des choses et qu'on ose aussi un peu aller tâter le terrain, voir comment ça fonctionne et apprendre aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, du coup, je pense que c'est un très bon point. Et la responsabilité aussi, très tôt, se dire qu'est-ce que je dois faire pour devenir quelqu'un et garder en tête le fait qu'on doit travailler, qu'on doit réussir et qu'on a les capacités aussi. C'est ça. Et je voulais être médecin aussi. Ça, c'est important à signaler. Ah oui. Merci d'ailleurs un parcours en tout cas inspirant, qui inspire beaucoup de jeunes filles, beaucoup de monde aujourd'hui. Donc déjà, je pense que la base, telle que vous l'avez expliqué, a tout défini. Et aujourd'hui, très clairement, vous êtes une référence pour beaucoup, en l'occurrence beaucoup de jeunes filles. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être une référence pour tant de jeunes?
Alors, être une référence pour moi, c'est, je ne me vois pas encore une référence parce que je continue toujours d'apprendre et je vois des références autour de moi qui sont mes références. Donc, je continue toujours d'apprendre. Mais par contre, le jour où j'ai commencé à voir de plus en plus des jeunes filles me dire, c'est grâce à toi que j'ai fait ceci, c'est grâce à toi que j'ai fait informatique, etc. Là, ça a fait un déclic en moi. D'abord, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis rendu compte, au-delà des diplômes, au-delà des postes, nos propos ou nos parcours ou notre attitude inspirait certains et on s'en rend même pas compte. Donc, quand ça s'accumulait, ça a commencé à s'accumuler ces types de témoignages sur mon modeste parcours. Là, je me suis dit, je me suis rendu compte de ma responsabilité. Ma responsabilité à avoir une bonne attitude, à toujours soigner ce que je dis, à toujours soigner mes sorties peut-être publiques, mes publications ou tout ce que je fais en tout cas. Je me dis tout le temps que il y a peut-être une petite fille, ne serait-ce que ma petite fille de 6 ans en fait. Il y a peut-être une petite fille qui est en train de me voir et moi je me rends pas compte ou bien je la vois pas en train de m'observer ou d'analyser scrupuleusement mes actes. Donc je me suis rendu compte, j'ai été consciente de ma responsabilité en termes d'accessibilité. Il faut être accessible pour ces jeunes-là qui ont envie peut-être de te parler, de te poser des questions, d'authenticité. Et aussi de continuer à ouvrir la voie à toutes ces personnes. Et c'est ça qui m'a poussée aujourd'hui à vouloir me certifier en coaching, parce que beaucoup me disent, il faut que tu me coaches, il faut que tu me coaches. Et moi, je suis pas coach, donc pourquoi pas ne pas, s'entraîner et faire les certifications et être crédible pour peut-être accompagner ces jeunes-là qui te voient comme une référence et qui ont envie peut-être de devenir comme toi ou même de te dépasser. Exactement. Ouais. Et moi, ce que je retiens, c'est que il faut toujours se former. Oui. Parce que nous aussi, parfois, quand on est vraiment dans la partie technique des scientifiques et tout, on se rend pas compte que c'est aussi important de savoir communiquer, de savoir transmettre et tout. Et ça passe aussi par des formations, par la proximité. C'est ça. Et par la confiance. Exactement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles. Moi, je pense que c'était la dernière fois quand je regardais au niveau du ministère de l'Éducation et qui disait que, je pense que c'était 83% des candidats qui sont inscrits au baccalauréat cette année, ils sont en série L. Super. Bon. Super. Bon. Ok. Bon, c'est pas une mauvaise filière aussi, hein. C'est pas une mauvaise filière, mais bon. On va avoir plus de scientifiques. 17% de scientifiques, quand même, c'est, voilà. Donc, il y a vraiment une très grande responsabilité. Voilà. Surtout dans ce monde où on parle d'intelligence artificielle, quand même. Ouais. Et le pire, c'est qu'on a toujours les mêmes statistiques. On doit vraiment y réfléchir. Qu'est-ce qui bloque? Même nous, quand j'étais à l'ESP, en informatique ou en série S, aussi, il y avait très peu de femmes, 10% de femmes, 5% de femmes. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des choses à faire et on est sur la bonne voie. Ouais. Quand même, on a une très grande responsabilité. Oui, bon, maintenant, du coup, on va revenir vraiment à LuxDev, parce qu'aujourd'hui, vous faites vraiment un travail très, très, très important. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs et tout, surtout quand on est dans le domaine du numérique, mais bon, c'est pareil. Hein. Au début, on sait que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est vraiment vulnérable parce qu'il y a les idées qui sont là, mais si on n'a pas d'investissement, rien que le fait d'avoir une personne, une organisation qui croit au projet et qui nous accompagne, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit que vraiment, dans le cadre de votre travail à LuxDev, il y a beaucoup de projets qui sont accompagnés, qui ont vraiment scalé grâce à votre soutien. Mais lors du Saltis aussi, on en avait discuté qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne capte pas beaucoup d'investissements aujourd'hui. Pourtant, il y a des projets qui sont là. Oui. Mais quand on nous demande le business model, bon là, on perd la moitié. Quand il faut défendre le projet et tout, parfois c'est un peu compliqué. Tout à fait. Vous, dans votre métier, vous voyez beaucoup de projets passer. Et moi, je suis curieuse de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à capter assez d'investissements? Oui, comme c'est une très bonne question et je me rends compte que c'est un sujet qui revient tout le temps dans les panels, dans les forums, etc. Il n'y a que 1% des investissements mondiaux qu'on capte et c'est très dommage.
Et pourtant, il y a énormément d'excellents projets portés par des femmes, par des hommes, dans tous les secteurs d'activité. Et l'Afrique est un terreau fertile d'opportunités. C'est là où on peut faire énormément de choses parce qu'on a énormément de challenges, énormément de défis. Donc, pour moi, en tout cas, à travers la coopération luxembourgeoise, les programmes qu'on développe justement, l'objectif, c'est de cibler le missing middle. Parce que ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y a certes beaucoup d'investissements proposés, de types d'investissements, on va dire. Par exemple, il y a les banques qui proposent des tickets, qui proposent de l'investissement, mais les PME ne sont pas toutes éligibles. Pourquoi? Parce que les banques sont déjà commerciales et les banques, ce qui les intéresse, c'est pas de risque. Déjà, ils prennent pas de risque. Il faut que ça soit totalement rentable. Et quand on parle d'innovation, il y a beaucoup de risques. Donc, les banques sont frileuses pour financer ces entreprises-là. Ensuite, on a aussi les grands investisseurs, les VC, etc., qui ont des tickets très élevés, qui n'arrivent pas, les PME en tout cas, n'arrivent pas à décrocher ces tickets-là parce que aussi, elles sont pas très prêtes pour décrocher ces types de financement-là. Donc, il y a cette notion d'investment readiness qu'on doit vraiment bâtir, mettre en place. Parce que si l'entreprise ou la PME n'est pas investment ready, on va dire, elle sera incapable de décrocher les financements. Tu as parlé de business model. Il y a aussi le data room. Aujourd'hui, un investisseur va te demander ta data room. Si c'est pas clean, bien organisé, toutes les informations, les bilans financiers, etc., il y a des problèmes. L'investisseur n'a pas confiance. Même nous aussi, on voit énormément de projets. On a lancé beaucoup d'appels à projets avec beaucoup de tickets. On a des centaines de projets, mais il y en a beaucoup, je les vois, ils sont tellement intéressants, tellement adressent des vrais enjeux, mais ils n'arrivent pas à décrocher le financement parce que tout simplement, ils sont pas prêts. Ils n'ont pas un data room clean. Non pas, si on leur demande un business plan, ils ne le sortent pas correctement, etc., etc. Peut-être on doit mieux investir, en tout cas dans cette partie d'accompagnement pour que ces entreprises puissent être prêtes à capter les financements. Donc ça, c'est un point. D'autres points également, il y a plein d'entrepreneurs qui suivent la mode. Par exemple, intelligence artificielle est la mode, j'ai envie de créer quelque chose à intelligence artificielle. Mais si tu crées une solution qui n'adresse rien du tout, qui ne répond pas à un vrai challenge, ça ne sert absolument à rien. Donc, l'innovation n'a de sens que si elle répond à un enjeu de développement et surtout si elle améliore la vie des populations vulnérables. Pour moi, donc, en tout cas, ça, ce sont nos critères de sélection des entreprises au niveau de nos fonds. Vous avez parlé d'aspects très, très, très importants, parmi lesquels il y a ce qu'on appelle la readiness, qui est extrêmement important quand on est entrepreneur, quand on est une entreprise qui doit aller chercher des fonds, chercher des investissements. Mais cet aspect readiness-là également doit être accompagné par un environnement, un écosystème vraiment favorable. Et j'aimerais qu'on saisisse l'occasion pour vraiment approfondir dans l'écosystème, dans l'environnement technologique sur lequel nous évoluons. Donc, en parlant d'aspect de souveraineté, et ça nous permettra également de parler d'un peu du Saltis. Et j'aimerais bien revenir sur une petite anecdote d'Ayawa. Le 22 décembre 2021, je vous écrivais ce message. Ndiaïga LinkedIn à Ndayawa Gay. Prise de contact. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ndiaïga, élève ingénieur à Polytechnique Paris et par ailleurs fondateur du Salon international des algorithmes Saltis. 2021, ok. Je vous envoie ce message pour échanger avec vous à propos de cette initiative. Merci par avance. Je lis votre réponse. Très réactive, hein? Bonjour, comment allez-vous? À première vue, l'initiative m'a l'air très intéressante. Donc ça a été déjà un élément accélérateur de notre côté. Donc pour en tout cas prouver davantage votre ouverture d'esprit et encore une fois, nous, notre sentiment en tout cas de gratitude envers vous. Donc ça nous permet vraiment d'approfondir un peu plus dans l'écosystème. Ce qu'il nous faut pour que ces derniers-là soient favorables aux entrepreneurs, aux PME, PMI également. Donc, si on vient sur l'aspect souveraineté, comment vous la définissez? Est-ce que c'est une question d'argent ou bien est-ce que c'est une question d'avoir des solutions? De quoi s'agit-il selon vous, la souveraineté? Déjà, merci pour ce message. Je l'avais complètement oublié et heureusement que j'ai bien répondu. J'ai eu un petit coup de stress. Et je suis ravie de voir aujourd'hui le Saltis à sa 5e édition à succès. Bravo pour cela. Alors, souveraineté technologique, pour moi, oui.
l'argent est important parce que sans financement, certains projets ne vont pas monter à l'échelle, donc c'est très important. Mais il ne s'agit pas que d'argent. Pour moi, souveraineté technologique, c'est d'abord une question de compétence, d'abord une question de vision, compétence et confiance en nous-mêmes. Pour moi, c'est ces trois éléments-là. Et c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on forme assez et suffisamment nos talents? Est-ce que nous créons assez de solutions adaptées à nos réalités? Est-ce que nous retenons aussi nos talents? Oui, ça c'est une vraie question. Est-ce que nous faisons tout pour retenir nos talents? Et aujourd'hui, parler de souveraineté technologique, ce n'est pas seulement aussi consommer des solutions purement africaines, etc., mais c'est de participer à la conception, à la création de ces solutions, parce que nous sommes les mieux à connaître nos challenges, nos réalités, ce que vivent les populations vulnérables, à participer à la gouvernance aussi, et à participer également au financement. Et à les prioriser. Donc pour moi, c'est ça la souveraineté technologique. Si on arrive à adresser toutes ces questions-là, je pense qu'on va atteindre la souveraineté technologique. Très bien, excellent. Relation avec le Saltis peut-être aussi. il y aura beaucoup de travail. Hein. Ah oui. Il y aura beaucoup de travail. Maintenant, on va revenir au Saltis parce que DISO est vraiment organisé dans le cadre du Saltis. Donc, chaque année, on veut vraiment discuter avec des experts et tout. Et ce qui est important aussi pour nous aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait vraiment aujourd'hui, en plus de l'événement, des activités, de ce qu'on crée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter au Saltis pour rendre cet événement ou cette initiative beaucoup plus impactant, selon vous? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un excellent événement dans la mesure où vous êtes en train de créer quelque chose qui manquait à l'écosystème ces dernières années. Et c'est quoi? C'est vraiment ces espaces de discussion approfondie sur les sujets, ces espaces où on discute, on échange profondément sur les thématiques sans pour autant être dans l'urgence ni dans le buzz. Parce qu'il y a certaines qui organisent des événements parce que c'est à la mode, c'est dans le buzz. Et moi, j'aimerais vraiment voir beaucoup de partenariats noués à travers ces événements-là. Des partenariats entre les investisseurs africains et mondiaux, les chercheurs, les entrepreneurs, les décideurs publics et le secteur privé. Si aujourd'hui, et je pense que vous le faites déjà, beaucoup de partenariats qui sortent après chaque édition, scellés, ficelés, communiqués, concrets surtout aussi, pas que des partenariats blabla, mais vraiment aller dans la réalisation concrète et dans la mesure des résultats. Je pense que là, c'est excellent. C'est ce podcast que vous avez initié, je pense que c'est la première fois que vous le faites aussi. Pour moi, c'est une couche de plus que vous rajoutez au Saltis. Mener des discussions avec des experts avant l'événement et peut-être après l'événement aussi. Oui, je suis sûre que vous avez prévu plein de choses. Je pense que à chaque édition, je suis très ravie, très contente de voir que vous rajoutez des choses et vous faites réellement ce qu'on appelle l'innovation en fait dans votre événement. Vous faites votre événement mais vous innovez à chaque édition. Donc je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie. Maintenant, plus de partenariats, plus d'implication des acteurs mondiaux venant d'autres pays pour contribuer à la réflexion, pour contribuer aux actions, pour rajouter aussi leurs ressources parce il faut bien s'entourer pour pouvoir réussir. Certes, l'Afrique est assez riche, on a plein de ressources, aussi bien humaines que matérielles, que voilà, tout, mais quand même il faut s'entourer, échanger avec les autres pays qui ont réussi, s'échanger les bonnes pratiques, avoir des programmes d'échange, ça c'est aussi des choses que vous pouvez initier, des programmes d'échange avec les autres pays, etc. Pour moi, ça va amener le Saltis à un niveau beaucoup plus haut, qui est déjà haut déjà. Merci Dawa pour cette générosité et ce partage et en tout cas cette très belle vision. Moi, j'ai envie d'approfondir un peu plus sur ce sujet-là et je vais encore revenir sur une anecdote. Je me souviens, avant de vous contacter, lorsque je vous avais contacté, vous m'aviez remis votre numéro. Et en l'enregistrant, comme vous étiez très inspirante en tout cas de ce que j'avais remarqué sur le domaine de la technologie et du numérique, en enregistrant votre numéro sur mes contacts, j'avais mis Ndeye Awa Gaye Tech. C'est exactement ce que j'avais mis.
Donc moi, en fait, je voudrais, vu votre parcours, vu vraiment ce que vous avez partagé tout à l'heure sur la nécessité de créer plus d'initiatives comme le Saltis qui vont permettre de fédérer l'écosystème, de créer des espaces d'échange, je voudrais vraiment que vous nous partagiez votre vision du numérique en Afrique, alliant talent, formation, entrepreneuriat. Quelle serait votre vision, Nayawa, du numérique pour l'Afrique? Alors, je ne m'étais pas préparée à cette question, quand même. Mais je pense que on a beaucoup d'opportunités aujourd'hui, beaucoup de chances, en tout cas, de rebondir, de profiter de cette révolution du numérique. Donc, on a tendance à dire que l'Afrique a raté beaucoup de révolutions industrielles, etc., etc. Mais je pense que là, c'est notre moment. Et le fait de voir déjà que dès qu'on parle d'IA, on voit automatiquement énormément de solutions en IA. Dès qu'on parle de blockchain ou autre chose, on voit automatiquement des événements, des experts qui se forment pour être à niveau par rapport à ces nouvelles technologies-là. Donc, je pense qu'on a notre opportunité, on est à notre moment et qu'on est conscient quand même qu'il faut qu'on prenne le train en marche très rapidement et occuper toute la place. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous les challenges, les vrais challenges se trouvent en Afrique. Donc, on a toutes les opportunités pour montrer qu'on est capable de créer des choses adaptées à nos réalités, de transformer la vie des populations vulnérables et de pouvoir adresser ces challenges-là, comme j'ai dit tout à l'heure là. Donc, pour moi, allons nous former. Continuons à nous former parce que ça se fait déjà. L'État mettre en place ou faciliter l'écosystème, les politiques, etc. pour pouvoir faciliter à ces acteurs-là de proposer des formations, des cadres, des opportunités pour nous permettre d'avoir plus de formés en digital et faciliter bien sûr les financements, l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un excellent moyen de profiter de cette opportunité du digital. Parce qu'on parle souvent d'entrepreneuriat en agriculture, en élevage, etc. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, pour moi, la tech touche à tout. Quand tu es dans l'agriculture, ben, tu peux faire de la tech dans l'agriculture. Et la tech, comme tu l'as dit tout à l'heure, permet d'adresser plus facilement et plus rapidement nos cibles, de créer de l'emploi, d'avoir des résultats plus rapidement, d'avoir des solutions intelligentes pour avoir des résultats plus rapidement et les mesurer aussi plus efficacement, plus intelligemment, plus rapidement et de rebondir. Parce que plus on mesure très tôt, plus on a les résultats et plus on prend des décisions pour rebondir et avoir des solutions beaucoup plus adaptées. Donc pour moi, c'est ça en fait le maître mot. On est à notre moment, on a toutes les ressources avec nous, allons-y quoi. Allons-y à fond. Qu'est-ce que ça allait donner si vous étiez préparé à la question? Je ne sais pas parce que vous avez extrêmement bien répondu. C'est exactement la vision, en tout cas, qu'il nous faut en Afrique du numérique. Le numérique qui est là au service des problématiques africaines, que ce soit l'agriculture, la santé, l'éducation, le transport, etc. Merci encore une fois. Merci pour la question. Oui, exactement. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste le travail d'une seule catégorie de personnes. C'est la cohésion. Et c'est exactement ce que vous disiez aussi dans le cadre du Saltis, parce qu'aujourd'hui, nous, on crée une plateforme qui est là pour fédérer l'écosystème, pour créer des ponts aussi entre les investisseurs, les entrepreneurs, pour montrer l'innovation africaine. Mais sans partenariat, on ne pourra pas aller très loin. Et aujourd'hui, on a besoin aussi bien de partenariat avec l'État, parce que moi, quand je vois les grands salons, les premiers sponsors, c'est l'État. C'est l'État. On voit l'armée, on voit les ministères, ils sont au tout devant. Et c'est pour montrer aussi que le pays est solidaire et qu'il y a une réelle cohésion. Et tous ceux qui vont venir après, ils vont participer à cela. Et aujourd'hui, vraiment, au Sénégal, en Afrique, on a besoin de ça. Oui, j'aime bien les mots cohésion parce que je trouve que nos challenges sont trop complexes pour être résolus en silo. Donc, il faut qu'on soit unis. Et pour moi, l'Afrique peut devenir un vrai laboratoire d'innovation responsable si vraiment on ose concrétiser et créer les choses ensemble. Exactement. Exactement. Et moi, je voulais poser la dernière question. Bon, ça a été trop rapide, hein?
Aujourd'hui, si vous rencontriez la Ndeye Awa il y a 25 ans dans la rue, qu'est-ce que vous lui diriez? Il y a 25 ans, j'avais quel âge? Je sais pas, j'avais quel âge. Mais il y a 20 ans, en tout cas 20 ans, je vais dire 20 ans, 25 ans derrière, si je rencontre la Ndeye Awa, je lui dirais tout simplement que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Parce que nous, on a tendance peut-être à se dire qu'on n'est pas légitime, il faut qu'on apprenne encore, il faut qu'on ait ce diplôme, etc., avant de commencer. Donc, je lui dirais que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Et les belles choses, les belles réalisations se font en marchant. Donc, plus tu apprends à marcher tôt, plus tu vas tomber plus tôt et plus tu vas apprendre à te relever rapidement. Ce qu'on appelle un peu l'échec. Échouer très tôt, c'est la méthode un peu agile en fait. Échouer très tôt pour pouvoir se relever rapidement. Donc pour moi, c'est ça aussi qui nous manque dans l'entrepreneuriat. On a peur d'échouer, on a peur de lancer. Lançons le MVP. On échoue, ok, c'est pas grave, mais tu as plus de temps pour te relever rapidement pour avoir la bonne solution. Et je dirais à cette Ndeye Awa aussi de ne pas avoir peur d'occuper l'espace. Même si dans la salle, tu as l'impression d'être la seule femme, tu as l'impression d'être la plus jeune, tu as l'impression d'être la moins expérimentée, c'est pas grave. Vas-y. Prends le lead, montre que tu es là, parce que c'est comme ça que tu vas rebondir très rapidement et avancer. Et enfin, je lui dirais aussi de rester aligné à sa paix intérieure. Parce que la réussite n'a de sens que si on est aligné à soi-même. Donc, ce sont ces 3 conseils que je lui donnerai. N'hésite pas à avancer, à marcher, même si tu vas tomber, c'est pas grave. N'hésite pas à occuper l'espace, même si tu te sens seul, même si tu penses que tu n'es pas légitime, même si tu penses que tu es la moins expérimentée, et sois aligné avec ta paix intérieure. Ben c'est très complet. Et parfois aussi, moi, en tant que femme, je me reconnais dans ça. Quand on est, surtout une jeune femme, on est très exigeant avec soi-même. On peut avoir beaucoup de tolérance, de sensibilité envers les autres, mais avec nous-mêmes, on est très exigeant. On hésite. On ne se sent pas légitime. L'exemple très simple, c'est que quand on est enfant, tu vois une petite fille et un petit garçon. Le petit garçon qui monte sur un étagère et tombe, c'est pas grave. Et la petite fille, non, reste tranquille. Tu dois être posée, tu dois être prudente parce que tu es une fille. Et donc, quand on grandit, on grandit avec ça. On a tendance à être prudente, doucement. On vérifie tout avant de foncer, etc. Alors que les hommes, tchac. Oui, c'est ça. Et après, on se rend compte qu'il suffit qu'on sorte un peu de notre zone de confort. Et puis là, on se sent un peu perdu. C'est hyper intéressant. Et vraiment, l'objectif aussi de vraiment de ce dialogue, c'est de ne pas parler uniquement que de... Bon, on n'a même pas parlé technique, hein. Je pense qu'il y a eu quelques mots. Mais l'objectif, c'est de montrer qu'avant tout, on est des humains avec un parcours, des rêves, des réussites, des échecs aussi. Oui, exactement. Et ce qu'on veut vraiment, c'est à travers ces rencontres inspirer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est avant tout pouvoir adresser de réelles problématiques, et trouver des solutions à ces problématiques, sans oublier notre humanité, sans oublier aussi nos valeurs et nos principes. Et c'est hyper intéressant. Donc, on a passé plus de 40 minutes avec Ndeye Awa Gueye. J'ai pas vu le temps passer. Oui, le temps, c'est vraiment passé très vite. Et c'était le 3e épisode de Disso. Et nous, vraiment, ça a été une discussion très inspirante pour nous. Et je pense que la chargée des partenariats aura beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on aille partout trouver des partenariats. Mais aussi, vous avez parlé de formation. Et juste pour rappeler aussi, chez l'Institut des algorithmes du Sénégal, nous, on met la formation au cœur de nos activités. Donc, on adresse des formations à des étudiants, à des entrepreneurs, à des entreprises. On se déplace pour venir dans les entreprises, former les collaborateurs sur l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un sujet à la mode, mais c'est une vraie révolution. Il faut qu'on maîtrise ce que c'est qu'il y a.
et qu'on puisse voir aujourd'hui comment en faire un allié. Donc, Ndiaye, je te passe la parole avant de donner la parole une dernière fois à Ndeye Awa. Merci Wiggy, merci encore une fois Ndeye Awa d'être passé à ce troisième numéro de Disso. Donc, à très vite dans l'écosystème. Très bien. Merci beaucoup, Wiggy. Merci, Ndiaye, pour l'invitation. Ce fut un honneur pour moi d'être l'invité de ce troisième épisode. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous faites. Et sachez que vous êtes les vraies références de l'écosystème. Non. Très bonne continuation et à très vite. Peut-être au Saltis. Inch'Allah. Pour le Saltis, il y a déjà l'invitation qui est là.